La NCO devient rapidement un réseau criminel organisé derrière les barreaux et dans les rues de Naples. Forte d'une structure pyramidale presque militaire, l'organisation de Don Rafael ambitionne de rivaliser avec les grandes mafias comme la Cosa Nostra sicilienne et la 'Ndrangheta calabraise dont elle s'approprie les codes et les rites. E utilizza i metodi di affiliazione, pungere il dito, come fanno i calabresi. La NCO fait main basse sur le trafic de cigarettes, l'extorsion de fonds et prélève une taxe sur le trafic de drogue. Don Rafael dirige depuis sa cellule par l'intermédiaire de sa sœur l'organisation criminelle la plus puissante de Naples. È stata confidente, è stata l'unica persona di cui si è sempre fidato. Lo ritengono il capo della camorra. Tu dici questa cosa che non ne capisco proprio. Sengo di tutte queste cose, ma non ne capisco proprio. Capacca, parla tanto che mio nipote dice, ma che è un capecca, un capella, così. Rosetta Cutolo è stato un capo camorra, ma cercava di evitare di dover gestire il segmento criminale. Lei voleva organizzare. La camorra ha una vocazione femminista. Lo dico in maniera paradossale, ma le donne nella camorra non hanno solo un ruolo dietro le quinte, come in Cosa Nostra e nella 'Ndrangheta. La camorra ha anche donne in prima linea, che decidono morte, organizzazione, gerarchie, stipendi. Questo è dovuto al fatto che nella storia culturale campana il ruolo della donna è un ruolo dominante. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Après le parrain, la marraine Rosetta Cutolo vient d'être arrêtée aujourd'hui après avoir échappé pendant 13 ans à la police. Rosetta Cutolo est condamnée à 9 ans de prison pour association mafieuse. Elle est libérée après 7 ans et retourne à Ottaviano où elle vit encore aujourd'hui. En parallèle, les hommes de Totorina ont mené une attaque sans précédent contre l'État italien. Ils ont tué journalistes, préfets, gendarmes, policiers, politiciens, opposants politiques, chefs de gouvernement, magistrats, entrepreneurs. Une véritable guerre. Voilà la Sicile et Palerme des années 80. La parole qui décrit le mieux ces années, la peur. Et derrière toute cette violence, une femme, la femme de Totorina, Ninetta Bagarella. Une institutrice discrète, une beauté vénéneuse, considérée aujourd'hui comme l'âme damnée de son mari. Une légende urbaine, pas si urbaine que ça à vrai dire, dit que ce n'est pas Totorina qui était le chef de la mafia, mais plutôt sa femme, Ninetta, l'institutrice comme on l'appelait, car c'était une maîtresse d'école. Ninetta Bagarella, sa meilleure conseillère. Totorina faisait tout ce que lui dictait sa femme. Ninetta Bagarella est née et a grandi à Corleone dans une famille mafieuse. Son père était mafieux, son frère Leo Luca, un tueur. Il a entre autres été accusé d'avoir assassiné un gamin de 12 ans, qu'il a ensuite plongé dans une baignoire remplie d'acide. C'est ce frère délicat qui va un jour présenter à sa sœur un certain Totorina, un jeune boss de la mafia promis un brillant avenir. Il a 14 ans de plus qu'elle, le coup de foudre est immédiat. Cette love story, Ninetta va la raconter dans la seule interview qu'elle n'ait jamais donnée à la presse. C'était en 1971. Elle raconte qu'elle était tombée amoureuse de Totorina à l'âge de 12 ans. Il avait déjà été accusé d'homicide. Il était déjà membre de la mafia. Mais elle raconte, ce qu'elle a dit même au juge, qu'elle se fichait de ce que les gens racontaient sur Totorina. Elle était une femme et elle était tombée amoureuse de cet homme. Et le cœur a ses raisons que la raison ignore. Non seulement elle est la femme de Totorina, mais c'est aussi la sœur de Leo Luca Bagarella, un autre chef mafieux très important. Une femme qui a donc vécu toute sa vie au cœur de l'organisation mafieuse. Mais c'est aussi une femme assez cultivée. Elle est institutrice au début des années 50 quand elle commence son histoire avec Rina. Ce n'est donc pas une paysanne illettrée comme on pourrait s'y attendre. Ninetta Bagarella, une créature très méprisante.
très arrogante. Elle a une culture si mafieuse qu'elle est convaincue d'être dans le juste. Ninetta est une femme fidèle. Elle n'abandonnera jamais son mari. Elle le suivra sans la moindre hésitation dans la clandestinité. Elle n'a jamais trahi son mari. Pendant 40 ans, elle a été sa compagne et l'a suivie même pendant sa longue cavale. Elle lui a donné 4 enfants et les a élevés. Comment on fait pour vivre en cavale pendant 40 ans avec toute une famille? Seule une femme de caractère a pu faire une chose pareille. En 1993, Totorina, l'ennemi public numéro 1, est arrêté avec sa famille dans la banlieue de Palerme. Le parrain est emprisonné. Il sera condamné à l'isolement total pour le restant de ses jours. Ninetta se retrouve seule. Elle décide alors de retourner sur les terres de ses origines. Elle s'installe à Corleone. Les révélations des repentis vont entraîner des dizaines d'arrestations et permettre la tenue des maxi-procès. C'était en 1986, un moment historique. Les hommes d'honneur sont enfermés dans des cages, sous le regard de leurs femmes, qui craignent plus que tout que leurs hommes ne se repentissent. Au maxi-procès, la femme, la fille et les sœurs d'un mafieux se sont présentées dans le tribunal. Elles étaient 9 femmes et elles hurlaient des balcons de la salle du maxi-procès. Ce n'est pas mon mari, ce n'est pas mon frère, il ne veut pas collaborer. Pendant cette scène d'hystérie, elle regarde les mafieux qui sont enfermés derrière les barreaux et elle leur envoie ainsi un message fort. C'est comme ça qu'elles mettent la pression sur leurs proches et les obligent à retirer leur collaboration avec la justice. Fate uscire. Ma siete proprio... L'udienza resta sospesa per 5 minuti. Ça arrive régulièrement que des mafieux qu'on a arrêtés et qui hésitent à collaborer avec l'État prennent une décision après avoir revu leur femme. En général, ils décident alors de ne pas collaborer avec la justice. Car même s'ils risquent la perpétuité, leurs femmes préfèrent qu'ils restent des mafieux. Parce que si le mari ne collabore pas, on garantit à la femme le même statut qu'elle avait auparavant. Elle continuera à être reconnue comme la femme du boss. Tout le monde la respectera dans le quartier, etc. Ça a beaucoup d'impact sur les femmes. Plus d'une fois, on a perdu des occasions de collaboration à cause de la pression qu'exercent les femmes sur leur mari en prison. Le 15 avril 1998, la justice porte un coup fatal au clan. Vito Vitale, le parrain de Partinico, un fidèle allié de Totorina, est arrêté et transféré en prison. Sur le trottoir, c'est l'émeute. Des femmes hurlent leur colère. Parmi elles, Giusy Vitale, la sœur du parrain. Nous sommes allés avec toute la famille devant le commissariat de police de Palerme. Quand il est sorti pour le transfert en prison, nous avons commencé à hurler, à donner des coups de pied, des coups de poing aux policiers et aux gens qui applaudissaient. On a foutu le bordel. Cette femme va à son tour marquer l'histoire de Cosa Nostra. Ils ont arrêté le sommet du clan de Partinico. Ils se sont retrouvés si mal en point à la suite de toutes ces arrestations qu'une femme a pris la place du chef. Une première dans une région aussi dangereuse que Partinico. La sœur Giusy Vitale prend la place de ses frères. Elle a toujours été considérée par ses frères comme une personne de confiance.
Elle a grandi avec eux et elle les accompagnait régulièrement, donc elle connaissait bien leur milieu. Pendant la cavale de ses frères, c'est elle qui passait déjà les messages. Vito et Leonardo Vitale ont longtemps vécu en cavale pour échapper à la police. C'est au cours de cette période que Giusy va s'imposer et se rendre indispensable auprès de ses frères. Elle va gagner leur respect, mais aussi celui des autres hommes d'honneur. Et à Partinico, tout le monde sait qui elle est en réalité. On la voyait dans les rues, elle entrait dans les magasins, elle achetait. Enfin non, plutôt elle choisissait ce qu'elle voulait pour sa famille, ses enfants. Et en sortant, elle passait par la caisse et disait « Je suis Giusy Vitale ». Et ça suffisait en général pour ne pas avoir à payer. Elle avait l'arrogance des Vitale, de la famille qui commande. C'est une femme très forte, très déterminée et très consciente de son rôle. C'est aussi une femme qui peut être assez gaie. Elle tient à paraître sympathique. Si on imagine le stéréotype de la femme de mafia, vêtue de noir, introvertie et fermée, Giusy Vitale en est très loin. On l'appelait le boss en jupe, même si elle ne portait pas de jupe, mais plutôt des jeans. Giusy est une jeune femme de son époque et elle n'a que 26 ans quand ses frères, du fond de leur cellule, la nomment capomandamento, c'est-à-dire chef de la région de Partinico. Le capomandamento, c'est celui qui gère toute une région. Il doit maintenir l'ordre et tuer si nécessaire. Aucun homicide ne peut être commis dans sa région sans son autorisation. Giusy était reconnu par tout le monde comme le chef de Partinico. Et nous avons les preuves que dans la région, elle a géré le trafic de drogue, les assassinats et le racket au même titre que l'aurait fait un homme. Maria Licciardi è considerata, dalla DA di Napoli, capo del clan Licciardi, e figura di vertice del cartello camorristico, denominata Alleanza di Secondigliano, alla quale i carabinieri del Rosa hanno notificato un provvedimento di fermo emesso dalla Procura della Repubblica, poco fa all'aeroporto di Ciampino, Repubblica di Napoli. La capodonna stava per prendere un volo diretto per la Spagna. I militari si sono avvicinati, mentre stava per consegnare i bagagli, per essere caricati sull'aereo. Maria Licciardi, considerata il capo del clan, fondato dal fratello Gennaro, soprannominato la scimmia, non ha battuto ciglio quando i carabinieri l'hanno bloccata e hanno notificato l'ordine di arresto. Maria Licciardi, sorella di Gennaro Licciardi, fondatore dell'organizzazione criminale, è accusata di associazione di tipo mafioso, concussione, ricettazione di denaro di provenienza illecita, interruzione dell'asta. Tutti i reati sono aggravati da finalità mafiose.